Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire organisé par la FHU Préma. Nous sommes à la veille de la journée mondiale de la prématurité et nous allons aborder une thématique cruciale, l'allaitement du nouveau-né prématuré. On le sait aujourd'hui, allaiter un enfant prématuré participe à diminuer le temps de son hospitalisation et à améliorer son développement. Mais à la naissance, l'enfant grand prématuré n'est pas encore assez mature pour téter au sein. Alors, à quoi va ressembler cet allaitement particulier ? Comment et quand le mettre en place ? Quels sont ses bénéfices ? Que faire pour favoriser cet allaitement ? Quelles sont les solutions pour continuer à allaiter à la sortie de l'hôpital en toute sérénité ? Voilà toutes les questions que nous allons aborder ce soir avec nos spécialistes et des parents qui ont accepté de venir témoigner. Vous pouvez vous aussi poser vos questions en ligne sur votre écran. Pour commencer, on va s'intéresser à la manière dont on met en place l'allaitement d'un bébé prématuré, à ses particularités et à ses bénéfices. Et pour ça, j'accueille le docteur Sophie Parra, qui est pédiatre à la maternité de Port-Royal. Bonjour. J'accueille Sidonie Niamé, qui est infirmière puéricultrice et consultante en lactation également à Port-Royal. Bonjour. Et je reçois aussi Viviane et Loïc Lefloc, qui sont parents de 3 enfants prématurés. Bonjour. Vous, Viviane et Loïc, je viens de le dire, vous avez 3 enfants qui sont nés prématurés. Comment est-ce que vous avez vécu ces naissances, Viviane ? Nous, on se sent honorés. On s'est senti chanceux de pouvoir être parents. Et on a fait confiance à l'équipe qui nous a entourés. On s'est senti très protégés. Et je pense que ce sentiment de protection nous a donné l'énergie qu'il fallait pour pouvoir rentrer avec les enfants à la maison. Loïc. Alors, me concernant en fait à la prématurité, on n'est jamais préparé à la prématurité parce que c'est inattendu, par définition c'est inattendu, donc on s'arme comme on peut et puis on fait face, on s'arme et on fait face, donc, et ça se passe bien. Et donc, dans ce moment un peu difficile de la prématurité, d'accueillir cet enfant un petit peu dans des conditions plus compliquées, il y a la question de l'allaitement qui se pose. Vous, Viviane, vous aviez décidé d'allaiter avant de savoir que vous alliez avoir un enfant prématuré ? Non, j'avais pas d'avis, j'étais pas pour, j'étais pas contre. De par mes origines, non, on allaite. De manière intellectuelle, je savais que c'était bien d'allaiter. Et puis, à partir du moment où on nous dit qu'on a un extrême préma ou un préma, enfin un enfant qui risque d'être prématuré, on se dit tout simplement que l'allaitement devient une nécessité, voire une obligation, parce qu'on sait que le lait maternel va lui apporter beaucoup plus de bienfaits que autre chose. Et puis finalement, on est tellement dans ce combat que tout ce qu'on peut lui apporter pour terminer un petit peu cette grossesse et puis pour lui la naissance prématurée, on essaie de le lui apporter au maximum. Et je pense que l'allaitement est un petit peu ce moment privilégié où effectivement c'est une façon de lui dire en même temps qu'on s'excuse, qu'il soit né beaucoup trop tôt, et c'est aussi notre façon à nous de lui donner un peu plus d'armes pour pouvoir lutter contre tout ce qui peut lui arriver avant de sortir de l'hôpital. Je comprends. Et vous, Loïc, c'était... Alors moi, ça m'a semblé complètement naturel que mon épouse elle souhaite allaiter, de par les qualités nutritives, etc., mais aussi le contact. En fait, le contact de l'enfant avec le sein de la maman, en fait, ça m'a semblé complètement aidant pour la croissance de l'enfant. Comme vous le disiez, Viviane, il y a des bénéfices à donner son lait à son enfant prématuré. Est-ce que, docteur Parra, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de mettre en place cet allaitement et quels sont les bénéfices particulièrement ? Alors, je voudrais commencer surtout par les bénéfices psychologiques, parce qu'on va aborder les bénéfices médicaux, bien sûr, mais comme on l'a dit, c'est vrai que cette naissance prématurée est assez bouleversante, assez émotionnante. Elle peut être perturbante, puisque ces enfants sont assez loin de l'enfant qu'on a imaginé. Et bien sûr, on peut avoir du mal à créer du lien avec son enfant.
Et l'ocytocine, qui est l'hormone qui est sécrétée au moment de l'expression du lait et au moment du pot à pot également, va aider à la création de ce lien. Et puis également, ce lait qui va arriver, que la maman va amener, qui va nourrir cet enfant de façon unique, hein, c'est la seule façon la seule chose que la maman parfois peut faire dans un environnement très très technique. Et ça entraîne une estime de soi, un renforcement de l'estime de soi qui est, je pense, très importante pour les parents. On fait quelque chose pour son bébé, c'est ça, et on en tire une certaine fierté. Oui, exactement. C'est bon, déjà, le docteur parlait du pot à pot, et c'est vrai que je pense qu'on est conscient il faut terminer la grossesse. Voilà, dans les meilleures conditions. Et effectivement, nous, on a été chanceux à Port-Royal d'avoir la même équipe tout le long. Et la notion de terminer la grossesse a toujours été très présente. Et c'est vrai que quand on fait le pot à pot, il y a aussi le bébé qui, à un moment donné, vous donne aussi une confiance. Et il y a tout un mécanisme magique qui se met en place, où il y a le bébé qui commence à descendre vers le sein, qui veut avoir le téton dans la bouche. Et du coup, on a cette magie qui nous fait un petit peu oublier que le bébé est prématuré, parce qu'il y a quand même de la beauté dans ça. Et je pense que quand on arrive à connecter avec le bébé, où on arrive à l'allaiter, bah, cette magie, elle prend le dessus sur tout le reste. Et puis finalement, nous les mamans, on a cette récompense-là, que les papas ont peut-être indirectement, mais pour la maman, c'est très important, l'allaitement, parce qu'à ce moment-là, on se pardonne aussi d'avoir pas fini cette grossesse, et on se dit que tout va aller, en fait, tout ne peut qu'aller bien. Donc psychologiquement, c'est très important, mais aussi médicalement, en soi, le lait peut protéger aussi le bébé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Bien sûr, et d'ailleurs, c'est une recommandation de la Société française de néonatologie de nourrir un nouveau-né prématuré avec du lait de mère ou du lait de don, du lait de don anonyme quand la mère n'a pas encore du lait ou quand elle ne peut pas allaiter ou ne souhaite pas allaiter, jusqu'à 34 semaines et 1800 grammes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une complication en particulier sévère de la prématurité qui est très diminuée par le lait maternel, qui est l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Alors c'est un terme... Alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est une entérocolite ulcéro-nécrosante ? Alors c'est une maladie digestive avec une version infectieuse, ischémique. En tout cas, ça entraîne un arrêt alimentaire prolongé. Ça peut se compliquer de mille choses, on ne va pas détailler, mais c'est une maladie assez sévère du tube digestif. Et donc l'allaitement peut réduire oui, de 2 à 3 fois la survenue de cette maladie. D'accord. Et le lait que l'on donne, le lait maternel, il a d'autres propriétés ? Alors, il a d'autres propriétés, en particulier, il se digère très bien. Étant plus digeste, on peut augmenter plus rapidement la part alimentaire qu'on donne au bébé et donc diminuer la part de la perfusion complémentaire qui est souvent administrée. Parce qu'il y a les deux, c'est ça ? Il y a souvent les deux et sur une les perfusion plus grands bébés, voilà, pour les plus petits bébés. Et donc, on raccourcit cette perfusion. On diminue de ce fait aussi beaucoup les infections, puisque beaucoup de ces infections arrivent aussi par ces perfusions. Donc c'est vrai que sur la période aiguë, je dirais, on a déjà des actions très importantes de l'allaitement. Et ça améliore aussi le confort peut-être ? Ça améliore le confort de l'enfant, parce qu'une fois qu'effectivement on n'a plus ce cathéter central, ce fameux cathéter central qui est la perfusion de ces enfants, évidemment on est beaucoup plus libre de prendre l'enfant dans les bras. Et est-ce que ça limite d'autres infections en général ? Alors on pense que ça améliore le risque de rétinopathie du prématuré, des atteintes pulmonaires également, mais surtout, ça améliore le développement neurologique des enfants. Et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que le développement neurologique est amélioré grâce à l'administration de lait de femme. C'est qu'à l'intérieur du lait de femme, il y a des choses qui vont booster un peu l'immunité du bébé, c'est ça ? Alors, il y a des choses qui vont booster l'immunité, il y a des tas de substances qui permettent également le développement cérébral et puis la croissance de l'enfant de façon adaptée. D'accord. Et les effets, ils sont proportionnels à la durée. Plus on allaite longtemps, plus ça... Alors, je dirais que chaque goutte compte. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde n'est pas en capacité de poursuivre cet allaitement de façon prolongée.
hein, que les effets sont probablement proportionnels à la durée de l'allaitement, mais que donc chaque goutte compte. Hein. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Donc, on a vu avec vous, Viviane, que vous avez finalement décidé d'allaiter pour plein de raisons différentes, mais ce n'était pas forcément décidé dès le départ. Et vous, Sidonie, vous avez beaucoup de mamans qui sont comme Viviane. À quelle maman vous êtes confrontée? Est-ce qu'il y a des décisions différentes? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, on a beaucoup de mamans qui sont comme Viviane, effectivement, parce que cette naissance étant prématurée, elles n'ont pas forcément eu le temps de réfléchir, d'avoir la réflexion, de savoir si elles vont allaiter ou pas. Et puis elles arrivent dans une situation où elles sont prises entre deux, cet enfant qu'elles s'attendaient pas à voir tout de suite, qui ressemble pas forcément à ce à quoi elles s'attendaient. Et en même temps, il faut prendre la décision assez rapidement. Donc on a tous les cas. On a tous les cas. La maman qui n'a pas réfléchi et qui reste ouverte, hein, comme Viviane. Et puis souvent, elle décide d'allaiter. On a celle qui, oui, savait qu'elle allait allaiter quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est... Donc ça se met en place assez naturellement. Exactement. Puis on a les mamans qui, non, ne souhaitaient pas allaiter. Il y a celle qui est catégorique, ne veut pas du tout allaiter. Ben là, c'est pas grave, son bébé aura toujours du lait de D'accord, mère. c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Il y aura du lait, du coup, qui va être donné. Tout à fait. Le bébé sera quand même nourri avec du lait de don, du lait de lactarium, du lait de femme qui est donné, qui est fait don au lactarium. C'est une femme qui avait trop de lait, par exemple, et qui a donné son lait au lactarium. Voilà, c'est les surplus de lait d'une autre maman, souvent qui a eu aussi des bébés prématurés. Chez nous, souvent, c'est ça. Et qui a fait don au lactarium d'Île-de-France. Et nous, on achète le lait, on redonne au bébé chez nous. Donc les bébés sont tous nourris, grands prématurés, sont tous systématiquement nourris au lait de femme. D'accord. Donc de la mère ou de don. Et puis, on a la maman qui ne souhaitait pas allaiter parce que, elle n'avait pas réfléchi, mais ce n'était pas non plus son projet. Et du fait qu'elle a été... on a fait les entretiens avec le pédiatre. Et comment vous faites, du coup? Vous lui expliquez les bénéfices, c'est ça? Oui, c'est ça. On explique les bénéfices du lait de mère pour son bébé, né prématurément. Et on explique aussi que ce n'est pas une fin en soi, que ça peut être pendant le temps de la phase aiguë, pour son bébé. La phase aiguë, c'est le temps que le bébé atteigne une maturation suffisante pour mieux se défendre. Voilà, tout à fait. Et qu'à partir de ce moment-là, elle aura le temps de réfléchir, voir si elle veut le poursuivre ou alors s'arrêter. Et on switchera pour une préparation pour nourrisson. D'accord. Et ça arrive parfois que des femmes se disent tiens, je vais commencer, puis j'arrêterai, et finalement, ça continue. Oui, ça arrive, oui, tout à fait. Elles y trouvent... c'est une poursuite. Elles font ça pour leur bébé, elles s'y retrouvent avec leur bébé, et il y a une valorisation dont elles ont besoin, un lien qui se crée encore plus. Et elles poursuivent. Oui. Et on a vu, c'est un allaitement qui est particulier, l'allaitement d'un bébé prématuré, parce qu'au départ, comme quand Elio Phoenix est né, il n'est pas capable de téter, c'est ça, il n'était pas capable de prendre le sein, il était tout petit. Et comment ça se passe, du coup, un allaitement d'un enfant prématuré? Parce que quand on ne connaît pas, on se demande si le bébé ne peut pas prendre sein, on fait comment? Alors d'abord, je pense que c'est un parcours du combattant. Je pense que vous pouvez le témoigner. C'est un parcours du combattant. Alors, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Ça dépend du terme de l'enfant. Plus l'enfant est petit, plus ça sera quand même compliqué, puisqu'il va falloir mettre en route cette lactation avec un corps qui n'est pas à terme, un corps de maman qui n'est pas à terme. Et puis, ça dépend aussi s'il y a des complications de la prématurité qui vont rendre le bébé un petit peu plus fragile, s'il est plus petit, etc. Dans tous les cas, il faudra que la maman aide ce bébé en faisant des recueils de lait, des expressions de son lait, avec des tire-laits, qui sont un matériel qui va mimer la succion de l'enfant et qui va permettre de stimuler la lactation et d'extraire le lait qui pourra ensuite être donné à l'enfant. D'accord. Donc, en fait, on met cette machine, ça pompe en fait un peu le lait, on le recueille. Oui. Et après, comment on fait pour donner ce lait qu'on a recueilli à l'enfant? Comment ça marche? Quand l'enfant est très immature, est trop immature en tout cas pour aller directement au sein, ou pour même boire quoi que ce soit, il a une sonde qui est placée, qui va jusqu'à l'estomac. Et par cette sonde gastrique, on administre le lait.
Donc le lait de la maman dès qu'on en a, parfois du colostrum simplement, les premières gouttes de colostrum sont données au bébé dès que la maman extrait quelques gouttes. Du lait de don, quand on n'a pas encore assez de lait, et le lait est administré progressivement avec des quantités croissantes. Quand l'enfant est perfusé en complément, cette perfusion est donc diminuée, petit à petit arrêtée, et puis l'enfant va grandir, va grossir, va maturer. Et puis au fil à fil des pots à pot, des rencontres avec la maman, avec le sein, eh bien, vont se développer, vont se mettre en place tous ces petits réflexes qui vont l'amener à s'accrocher au sein. D'abord à faire le fouissement, à ouvrir la bouche, à s'accrocher au sein, à réaliser quelques suctions, et puis des déglutitions. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Viviane, la première fois en fait, que vous s'est dit allez, voilà, ça c'est un tire-lait, va falloir faire un recueil de lait. Qu'est-ce qu'on ressent? Moi, quand pour les deux grossesses, parce que les jumeaux et puis le dernier, nous, on avait tout de suite la sage-femme qui, en fait, on avait été sensibilisés par Sidonie et puis par l'équipe, où effectivement, on a eu tout de suite la machine dans la chambre. Donc, on s'est dit, ok, elle est là. Il faut y aller. Et donc, effectivement, on nous sensibilise justement au premier, au colostrum qu'il faut récupérer. Et du coup, en fait, on est un petit peu en attente. Non, moi, j'étais plutôt en attente de voir pourquoi est-ce qu'on m'en parle autant, pourquoi est-ce que c'est si magique. Et puis c'est vrai au début, c'est pas le même lait une fois qu'on a pris l'habitude d'allaiter. On comprend cette importance-là parce qu'il est épais, on voit quand même que c'est quand même quelque chose de particulier. Et puis après, quand on arrive et qu'on a réussi et que les infirmières vous disent là, il a votre lait, enfin votre colostrum, vous vous dites waouh, j'ai quand même réussi ça. Et du coup, on commence en fait le combat autrement. Là maintenant, on devient maman. On sait qu'il est prématuré, on voit tous les tubes et tout ça, mais on devient maman comme presque toutes les autres mamans. Parce que là, à ce moment-là, on reprend un petit peu le pouvoir et on se dit, voilà, je peux lui apporter quelque chose qui va l'aider. Et ça aide à surmonter, parce que est-ce que comment, enfin, d'avoir le tire-lait sur le sein, j'imagine qu'au début c'est un peu compliqué. Oui, mais je pense que l'équipe, en fait, elle est assez consciente de l'importance que c'est. Donc maintenant, comme disait Sidonie, quand les parents ne veulent pas et ne veulent pas, maintenant je pense que l'équipe, nous, et je pense que plusieurs, on a eu cette occasion sur 5 ans d'écart, on a retrouvé la même bienveillance. Et l'importance, le côté capital de l'allaitement. Et je pense que c'est pas intrusif, que le corps médical le rend assez accessible et que finalement, nous qui sommes entre deux, on est assez convaincus très vite du bienfait. Et donc la machine, elle devient une sorte de copine. Et vous emparez de la machine pour devenir maman. On se dit, il faut qu'on y arrive. Voilà. Donc au début, c'est frustrant parce que c'est mécanique, parce que ça fait des bruits et tout ça. Alors on trouve sa machine. Au début, on a du mal avec le téton. Faut trouver la bonne taille du téton. C'est un peu frustrant. Et puis finalement, on a une super Sidonie qui va dire peut-être que le 3 ne va pas, on va prendre le 2. Et puis après, une fois qu'on a trouvé la bonne machine et le bon rythme, on arrive en fait à se caler. Et puis par soi-même, on se cale aussi au bébé. On se cale au moment de soin du bébé. Et du coup, finalement, ça devient naturel. Okay. Et là, vous parlez justement de se caler au rythme du bébé. Docteur Parra, à quel rythme il faut recueillir le lait pour le donner au bébé? Bien au même rythme qu'un bébé téterait au sein, donc à peu près 8 fois par jour. 8 fois par jour, avec éventuellement pas un rythme forcément très régulier, mais en évitant des écarts trop importants. Donc c'est vrai que les nuits, voilà, c'est vrai qu'au bout de 6 heures, c'est vrai que c'est bien de pouvoir un peu tirer ce lait, enfin recueillir ce lait, exprimer ce lait, pour continuer à stimuler la lactation. Oui, donc c'est un combat de tous les instants de toujours recommencer ça. En tant que papa, quel rôle on a dans l'allaitement? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider votre femme? Le rôle du papa est primordial. C'est vraiment sa présence est indispensable. Pour ma part,
Moi, il m'a semblé tout naturel d'être au plus près de la maman. Quand elle allait, alors c'est un certain nombre de fois dans la journée. Dans la journée, ça va, mais la nuit, il faut aussi dormir un peu. Donc ça crée des fatigues. Bon, la maman elle est fatiguée, donc il faut être là. Je suis là aussi. Je suis réveillé aussi, avec le bruit du tire-lait bien sûr, mais il faut être là pour nettoyer le matériel, les tétrelles, les préparer, etc. Donc c'est pas maman qui fait ça. Elle est avec le bébé. Moi, je prépare le matériel, elle le met en place, et moi j'attends que le lait soit tiré aussi pour descendre, pour justement transvaser le lait, le mettre dans le, enfin voilà, travail de préparation, de soutien, d'écoute. Parce que la maman peut être frustrée aussi, il n'y a pas assez de lait, voilà. Donc et la nuit c'est différent. C'est vrai que moralement c'est plus difficile, je pense, pour une maman qu'en journée. C'est voilà. Donc c'est un soutien à la fois un peu logistique et à la fois moral. Oui, complètement. Ouais. Ah oui, logistique, très important. Et puis, c'est important. Ça vous a aidé, le soutien de votre mari? Bah oui, parce que de toute façon, quand on disait tout à l'heure qu'il faut tirer un certain nombre de fois, bah, il y a des moments où on est fatigué, surtout quand on a un extrême prémat, on sait que le combat, on va y rester pour quelques temps. Donc effectivement, il y a des moments où on abandonne, on est un petit peu abattu, et il y a ce moment-là où on a la flemme. Voilà, on se dit, ouais, je suis fatiguée, je veux plus. Et c'est vrai que le papa, il joue un petit peu le rôle de l'équipe médicale, mais en vous disant, voilà, j'ai ma part aussi. Voilà, là, je veux mes 50%, où je dis, voilà, il faut que tu y retournes, parce qu'il faut qu'on le ramène à la maison. Et si on n'a pas ce soutien-là, bah, des fois, on dort, et on s'oublie, et on se réveille le matin avec des seins pleins de lait, et on a très mal. Et finalement, si on n'a pas tiré comme il faut de manière régulière, cette frustration-là va devenir peut-être la dernière fois. Parce que cette montée de lait qu'on n'a pas pu exprimer va être tellement douloureuse qu'au final, on a du mal à recommencer. Et puis des fois, moi, il m'est arrivé de recommencer à zéro. Parce que je suis restée 6 heures, 8 heures sans tirer. Donc effectivement, quand on en parle au papa et que le papa est là et qu'il a été avec vous, il va trouver les mots pour vous rappeler les moments de victoire un petit peu, hein, où on a gagné des moments où on pensait pas du tout y arriver. Et là, on se dit, allez, on rebranche la machine, on y retourne, et puis on repart. Donc c'est important. Ouais. Et Sidonie, vous qu'est-ce que vous pensez du rôle du papa? Oui, ça a très bien été décrit, c'est tout à fait ça. C'est primordial. Le papa, pour le soutien moral, le soutien logistique, le quotidien de la maman, c'est très, très, très important. C'est très bien décrit. La maman, elle a besoin de lui pour pouvoir recueillir son lait. Et pendant ce temps-là, il va changer le bébé, par exemple. Hein, parce que souvent, elles sont tiraillées entre ce que je fais les soins et ce que je recueille mon lait. Le papa est là, donc elles peuvent recueillir leur lait en toute quiétude. La nuit, oui, toujours. Les moments où on les baisse de morale, oui, c'est vraiment ça, c'est un vrai soutien. Tout ce qui a été décrit, c'est vraiment tout à fait ce qu'on voit régulièrement. Tout à fait. Et Viviane l'a un peu évoqué tout à l'heure, elle parlait d'abord on recueille son lait, puis après on a le plaisir de voir son bébé qui descend sur son sein et qui commence à téter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut aider justement son bébé à faire ça, à passer de la sonde à la tétée? Oui, alors il y a différents, il y a différents caps à passer. Donc le premier, il est extrême prématuré. On donne les petites gouttes de colostrum. C'est déjà quelque chose de très important pour les mamans. Alors, le colostrum, j'explique juste, c'est le premier lait qu'on produit, c'est ça? Et tout à fait. C'est le premier lait que les mamans recueillent. C'est souvent quelques gouttes à quelques millilitres. Les chanceuses peuvent en avoir un petit peu plus, mais c'est pas la majorité. Et ça, on le donne directement dans la bouche, quelques gouttes, 2-3 gouttes dans la bouche du bébé. Parce que ça a des bienfaits, tous les bienfaits que le docteur Parra a développé tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que ça inscrit tout de suite les mamans dans leur rôle. C'est radical. Et puis après, en fonction, c'est l'enfant lui-même, que c'est son développement qu'on va suivre. C'est lui qui va nous dire à quel moment il est prêt. En plus de son âge avancé, bien sûr, de sa stabilité cardio-respiratoire. À partir de ce moment-là, les peau à peau, le bébé va aller sur sa mère, va commencer à... Il est, en fait, en peau à peau, il va être sur le sein de sa maman, c'est ça? Sur le thorax, sur le sein, un peu en deux biais, oui, au plus près de l'endroit. Et ça va l'aider, du coup? Qu'est-ce que ça lui procure?
Alors, quand il va se sentir prêt, parce que c'est toujours lui l'acteur, hein, et quand il se sentira prêt, il sera acteur, il va commencer à développer ses réflexes archaïques de fouissement, qu'on a parlé tout à l'heure, il va s'enfouir. Le fouissement, c'est ça, c'est quand voilà, la ces tête mouvements bouge. de oui-non, de va-et-vient sur les côtés, et tout en se dirigeant vers le sein de maman. Il peut y arriver, lécher, ça va stimuler la maman, la production d'ocytocine, l'expression du lait, et là, il peut lécher les premières petites gouttes. Mais souvent, les mamans, alors, comme c'est le bébé qui le fait lui-même, il peut le faire alors qu'il est encore avec un système ventilatoire non invasif. Et les mamans, elles ont souvent très peur à ce moment-là et elles se sentent coincées. Alors, le système ventilatoire non invasif, c'est les petites lunettes d'oxygène, par Oui, exemple. ou des petites canules dans le nez. Voilà, tout à fait. Donc, on peut avoir un peu peur d'arracher, c'est ça? Oui, ou que l'enfant ne le supporte pas et diminue son oxygénation ou des choses comme ça. Et donc au moment voilà, où on le met, où il est sur la maman et qui fait du fouissement, ça peut faire peur à certaines mamans, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que déjà le système bouge, ça sonne. Il y a plein de sonneries en réanimation. Les parents sont pas, ils connaissent les sonneries et donc ça les perturbe un peu. Et très souvent, les mamans sont un peu tétanisées. Et là, c'est vrai que notre rôle, nous soignants et moi particulièrement, effectivement, c'est de leur expliquer quand elles m'en parlent que c'est un moment très précieux et qu'au contraire, il faut qu'elles accompagnent leur bébé vers le sein. Que s'il le fait, c'est parce qu'il est capable et qu'il faut juste l'accompagner. C'est pas pour ça qu'il va téter vigoureusement, mais c'est les premières étapes. Donc on a un éveil spontané, on a le fouissement, voilà. C'est le premier. Et nous, en tant que soignants, on va commencer quand on repère ces signes-là. On va pouvoir faire des stimulations orofaciales avec déjà, on fait sortir l'odeur du lait de la maman. On fait sentir le bébé, ça stimule l'enfant. Souvent, il sort sa langue. On stimule les points cardinaux, donc il va tourner la tête du côté où on amène un peu le lait, même avec un coton-tige imbibé du lait de maman. Et puis, on va lui donner des petites gouttes de lait à téter très régulièrement. Et tout ça réuni va amener ce bébé à téter. Ça s'est passé un peu comme ça, Viviane, pour votre petit Héliophénix? Oui, en fait, il a été... il est né extrême préma, mais il a été très rapide. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, on a déjà eu des enfants. Moi, Sidonie, elle m'a appris à allaiter mes jumeaux au ballon. Donc, ballon de rugby, du coup, j'en avais un là et puis un là. On a des choses qu'on fait, on oublie. Et puis au final, quand on a un autre enfant, on se dit, bon, ok, c'est très bien de recommencer à zéro. Mais lui, il a été très vite, effectivement. Et c'est au bout de 2 semaines, donc entre 26 et 28, il commençait déjà à faire les points cardinaux. Et c'est vrai que là, on reconnaît les signaux. Et on commence à demander à l'équipe médicale, justement, est-ce que c'est ça? Et d'être aidé, justement, nous, on a ce 6e sens de maman. Et je pense qu'on doit l'écouter aussi. Parce que quand on écoute le 6e sens, on est plus en même de demander au corps médical de nous aider à appréhender ça. Et quand on l'ignore, ça met un peu plus de temps parce que on peut louper le coche. Si on suit son 6e sens, à ce moment-là, on est en connexion avec le bébé. Donc c'est vrai que on a ce système un petit peu qui peut faire peur, mais quand on joue le rôle en se disant que c'est mon bébé, il est né prématuré, mais c'est le mien. On joue ce rôle comme toute autre maman. Je sens ce qu'il veut et donc je vais l'aider. Ouais. Donc on a cette connexion-là. Et cette connexion, c'est le 6e sens. Et ce 6e sens, il faut l'écouter, même si son bébé est extrême préma et qu'il a tout ce système qui n'est pas naturel. C'est ça qui nous facilite après l'allaitement. Parce que nous aussi, on peut dire justement au corps médical, aux infirmières qui sont là, je pense que. Et il y a aussi des choses mécaniques qui se passent dans le corps. Où moi, les jumeaux, ils étaient 2, donc du coup, c'est compliqué. Mais effectivement, le dernier, on sent quand même que les tétons se tendent, on sent qu'il y a des choses, quand il le fait, qui se mettent en place quand même. Et qu'est-ce qu'on ressent pendant les premières tétées, quand ça marche enfin? On pleure. On est au ciel. Il n'y a pas de mots pour ça. On a un privilège un petit peu de la maman. C'est une victoire qui n'a pas de description ou de mots. Vraiment, Je pense que quand on nous a convaincus d'aller dans l'allaitement, je ne peux pas dire, je respecte tout le monde, je respecte les personnes qui pensent qu'elles ne veulent pas allaiter, mais si je peux me permettre de leur dire, il faut faire confiance à notre entourage médical, écouter et puis comprendre que justement c'est un besoin
c'est naturel. Il y a des mammifères qui nourrissent longtemps au sein. Et moi, je pense que si on a la capacité de le faire, en plus moi j'ai fait du don de lait, donc c'est un privilège. Et donc si on peut le faire, il faut le faire. Et quand on a commencé à le faire, on gagne. On ne peut que gagner. Après, bien évidemment, il arrive tout ce qu'il arrive dans ce parcours qui est long. Hein. Mais une fois qu'on arrive à allaiter, on a gagné une bonne partie, quand même. Et quand on est papa, qu'on voit les premières tétées comme ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une victoire. Parce qu'on voit déjà l'apprentissage qu'a l'enfant, les techniques qu'ont les infirmières et l'application, et l'enfant qui réagit, c'est magnifique, quoi. On voit qu'il y a la progression jusqu'à accéder à ce qu'il puisse téter de lui-même. C'était vraiment, c'est une étape importante. Voilà, on sait qu'il y en a d'autres à suivre, à venir, mais ça c'était une étape clé en fait pour la suite, pour son autonomie, une forme d'autonomie aussi. Voilà. Alors moi j'ai des souvenirs aussi après que l'enfant ait commencé à téter chez maman. Quand moi souvent, quand je le prenais en peau à peau, il cherchait aussi le sein chez moi. Donc ça c'est, mais bon. C'est étonnant, mais c'est. Ouais, c'est l'instinct. Mais voilà, donc c'était vraiment, c'est une grande première victoire. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. Merci beaucoup. On va prendre des petites questions des internautes maintenant. Alors, je vais m'adresser à vous. Alors, peut-être qu'il y en a pour les parents aussi, je ne sais pas. Est-ce que l'allaitement maternel peut comporter des risques pour l'enfant prématuré, Docteur Parra ? Alors, il y a certaines mamans qui, effectivement, vont avoir une contre-indication à donner leur lait. Parce que, par exemple, elles ont une infection virale, comme le virus VIH, et que cet allaitement est alors contre-indiqué. Ou alors, elles peuvent prendre des traitements qui contre-indiquent le don de leur lait. Alors, ces traitements, c'est souvent des traitements transitoires. Beaucoup de traitements sont tout à fait compatibles avec l'allaitement. Certains de ces traitements vont être transitoires et vont encadrer la période autour de la naissance, parce que, par exemple, la maman a une maladie particulière, mais qui va guérir. Et à ce moment-là, elle peut tout à fait enclencher la production de lait, jeter le lait qui va être produit pendant cette période de traitement. Et puis après, une fois que le médicament sera arrêté, le lait pourra être redonné à son enfant. Mais il faut bien déclencher la lactation tout de suite. Et il faut bien déclencher la lactation tout de suite parce qu'il faut que les choses se mettent en place dès le départ, parce qu'après on ne peut pas rattraper tellement les choses. D'accord. Alors on a une autre question. L'allaitement maternel est-il possible avec un enfant très prématuré ? Alors je crois qu'on y a un petit peu répondu, mais vraiment extrêmement prématuré, c'est possible, on recueille le lait. Tout à fait, extrêmement prématuré, c'est possible. Il faut que les choses se mettent en place. Parfois, ça peut mettre un petit peu plus de temps pour que la lactation arrive, parce que le corps est un petit peu moins prêt, puisque la lactogénèse commence un petit peu à la moitié de la grossesse. Donc c'est vrai que quand elle a à peine débuté, ça peut être un petit peu long à venir. Mais d'abord, c'est tout à fait variable d'une femme à l'autre. Et puis ensuite, on y arrive, bien sûr, avec toutes les mesures dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut proscrire certains aliments en cas d'allaitement maternel ? Qui veut répondre ? Sidonie ? Oui. Il n'y a aucun aliment proscrit en cas d'allaitement maternel. D'accord. Aucun. Rien du tout. Rien. Très bien. À part, évidemment, l'alcool et le tabac. Oui. Ce ne sont pas des aliments. C'est pas vraiment des aliments. D'accord. Voilà. Mais au contraire, il faut plutôt se faire plaisir. C'est le bébé, il est plus en vous. Je sais, on me pose souvent la question, les mamans qui étaient toxo, il y a qui avait la toxonée, voilà, non, plutôt qui étaient négatives. D'accord. Et effectivement, il y a des restrictions quand on est enceinte, mais une fois que le bébé n'est plus à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Au contraire, il faut prendre plaisir. C'est très bon pour la production d'ocytocine. Très bien. Alors, le tabac n'est pas une contre-indication à l'allaitement, par contre. Uniquement, effectivement, l'alcool. Et les drogues, bien sûr, les drogues illicites, mais pas du tout le tabac. D'accord. Donc on se fait plaisir, on mange bien pour justement s'aider aussi dans ce projet qui parfois, on l'a vu tout à l'heure, peut être un peu compliqué. Oui, on mange de manière équilibrée, bien sûr, mais de tout, on se fait vraiment plaisir.
On va prendre une dernière petite question. L'allaitement est-il possible si la maman prend des médicaments? En fait, on y a répondu. Et comment donner du lait maternel? Je crois qu'on y a répondu aussi tout à l'heure. Alors, donner du lait maternel, je ne sais pas si la question concerne le don anonyme. Ah, peut-être, c'est ça, oui. Peut-être que j'ai mal interprété la question, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut donner, comme vous disiez tout à l'heure, on peut donner son lait quand on en a trop, c'est ça? Alors voilà, toute femme allaitante peut donner son lait, que son enfant soit né prématuré ou qu'elle ait accouché à terme et qu'elle ait beaucoup de lait. Et ça, il faut contacter le lactarium à usage externe d'Île-de-France. On retrouve les coordonnées sur Internet, sur le site de l'ADLF. Dans toute la France, il y a des lactariums. Et alors bien sûr, il y a tout un questionnaire à remplir comme pour le don de sang. Et le lactarium passe au domicile chercher le lait des mamans. Et puis quand la maman a un bébé hospitalisé en néonatologie, c'est organisé au sein de la néonatologie. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, nous allons évoquer une pratique qui est essentielle à l'allaitement, et c'est le pot à pot. On en parle tout de suite. Porter son bébé prématuré en pot à pot est une étape essentielle de l'allaitement. Mais en quoi le pot à pot consiste-t-il? Quels sont ses bénéfices pour l'allaitement? Comment se passent les séances? Nous en parlons tout de suite avec Isabelle Adam. Bonjour. Bonjour. Qui est infirmière consultante en lactation à l'hôpital Louis Mourier. Et puis avec Siga, une maman qu'elle a accompagnée tout au long de son hospitalisation. Siga, vous êtes la maman d'un petit Oumar, c'est ça, qui est né très prématurément à 25 semaines. Exactement. Je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on ressent quand on met au monde un enfant aussi petit? Alors, c'est pas facile. Déjà, il faut l'accepter. Et ensuite, comme l'a dit la maman précédente, on affronte. On avance et puis on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour que ça se finisse bien pour lui. Vous avez fait beaucoup de pot à pot, on va en reparler vraiment longuement. Mais d'abord, je voudrais juste qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et je me tourne vers Isabelle. En quelques mots, en quoi ça consiste le pot à pot? Expliquez-nous tout. Alors, le pot à pot, ça consiste à installer le bébé sur le thorax de la maman, tout nu, en couche. On l'enveloppe d'un petit linge, on le recouvre d'une petite couverture, on met un petit bonnet et on installe la maman sur une chaise longue, confortable, et comme ça, elle peut garder son enfant pendant 1 heure ou plus sur elle. Donc la maman a le thorax découvert aussi, c'est ça? Oui, c'est vraiment un contact de peau à peau. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir aussi réchauffer son bébé, et parce que sa thermorégulation va s'adapter à la température de son bébé. Et pour le maintenir en pot à pot, parce que j'imagine que ça peut être un peu angoissant au départ, avec quoi on s'aide? Avec ses mains, Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des services qui utilisent des bandeaux de portage pour le pot à pot. Donc c'est un bandeau qu'on met autour? Voilà, comme ça. C'est un bandeau, c'est tubulaire, et ça permet à l'enfant d'être maintenu sans pouvoir être tenu spécialement. Et sinon, il y a aussi une possibilité, c'est de poser juste une couverture sur le bébé et de tenir le bébé avec les mains. La maman met ses mains sur l'enfant pour le tenir. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait du pot à pot la première fois? Alors, la première fois, c'est assez étonnant parce que moi, déjà, c'est mon premier. Donc, je connaissais pas du tout ce monde, je connaissais pas cette relation, ces sensations. Et c'est vrai que la première fois qu'on me l'a posé dessus, moi, j'ai ressenti les mêmes sensations qu'à l'intérieur du ventre. Donc, c'est bizarre parce qu'en fait, il est né, il a été transféré dans un autre hôpital pour être opéré. Et on a eu notre premier pot à pot que plus d'1 semaine après la naissance. Et donc, c'est vrai, quand on me l'a posé, j'ai ressenti directement les sensations que j'avais quand il était dans le ventre. Et là, j'ai senti qu'il était à l'extérieur.
Mais reconnecter un petit peu à ce Exactement. moment-là. Et c'était vraiment la même gestuelle, les mêmes, je sais pas comment dire, les mêmes. C'était quoi, vous entendiez? C'est comme s'il En fait, bougeait à les l'intérieur, petits- des petits tressautements. C'est ça, exactement. D'accord. Les petits mouvements de pieds et de mains qu'on peut sentir quand il est dans le ventre. Et ben c'est ça en fait que j'ai ressenti quand je l'ai eu sur moi. Et quand on a son bébé sur soi, est-ce qu'on se rend compte, vous avez été séparés en plus pendant quelques temps, vous vous connectez à lui, vous devenez maman à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Exactement, c'est vrai que l'atterrissage c'est un peu compliqué après l'accouchement prématuré. D'autant plus que là, déjà on a accouché très tôt, en plus il a changé d'hôpital, moi je pouvais pas forcément suivre tout de suite parce qu'en plus j'avais la césarienne, donc il y a eu quand même une séparation. Il y a une sidération aussi suite à l'accouchement. Je savais que j'avais accouché, mais mon corps ne l'avait pas compris tout de suite, en fait. Et une fois que je l'ai retrouvé, que j'ai commencé à faire le pot à pot, là, j'étais vraiment dans mon rôle à 100%. Vous avez réalisé, en fait. Exactement. Vous avez réalisé que Exactement. votre bébé était au monde, en fait. Voilà. Qu'il D'accord. était sorti, qu'il était là et que c'était le mien surtout. Ouais. Parce qu'en fait, c'était l'hôpital qui s'en occupait à 100%. Et on était un peu, au début, avec son père, spectateur. D'accord. Vraiment que spectateur. Et là, on devenait acteur. Alors, c'est très, très intense quand même ce qu'on entend sur le pot à pot. L'idéal, c'est de commencer quand, en fait, le pot à pot? Là, ça a été un petit peu peut-être plus tard que... Oui, chez Oumar, ça s'est passé un petit peu plus tard, mais l'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, généralement, c'est effectivement dans les 3-4 premiers jours de vie. Et les critères, en fait, de poids et de terme ne sont pas des critères pour pouvoir mettre l'enfant en pot à pot ou pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un enfant de 25 semaines qui va pouvoir aller faire très vite du pot à pot, et un plus vieux qui finalement est moins stable et pourra moins... Voilà, c'est la D'accord. stabilité de l'état général de l'enfant qui est un facteur qui intervient. Et à quel rythme on peut faire ce pot à pot? On peut le faire souvent? Les parents font du pot à pot tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour. On estime à peu près qu'une séance de pot à pot peut durer au minimum 1 heure. Mais à partir du moment où les parents sont bien installés, ils peuvent rester des heures comme ça avec leur bébé heureux. Vous, Sia, vous restiez combien de temps en pot à pot? Je sais plus trop. En fait, moi, j'arrivais à l'hôpital en fin de matinée ou en début d'après-midi et je restais en pot à pot jusqu'à 20h, 21h. Ah oui. Donc, je restais vraiment pendant très, très longtemps. Peut-être, je sais pas, 8 heures, quelque chose comme ça. Je ne voyais pas le temps passer. Mais c'est vrai qu'une fois que j'étais à l'hôpital, je ne voyais pas l'intérêt d'être là, présente dans la chambre, si je ne le prenais pas. Et comme on m'avait fait comprendre qu'il fallait pas trop le prendre, le reposer, je le gardais. Au final, je dormais parce que j'étais très fatiguée. Oui. Je tirais le lait, je faisais ma journée en fait. Avec lui contre vous. C'est ça, avec le petit bandeau. C'était pratique ça, le bandeau. Ouais, très pratique. Parce que du coup, ça libère les mains. Et c'est vrai qu'en plus, même quand il a grandi un peu, on m'a dit que je pouvais faire le pot à pot sans bandeau. Mais comme en fait j'avais tendance à m'endormir, j'avais peur de ne pas avoir cette sécurité. C'était une sécurité. Je préférais quand même avoir quelque chose pour le retenir. Donc on a fait du pot à pot très, très longtemps et pratiquement jusqu'aux dernières semaines avant la sortie. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous et à votre bébé de faire du pot à pot? Déjà, moi, je pense que ça m'a permis d'avoir un contact, de créer une relation avec lui. Et lui, j'ai l'impression que ça l'apaisait. Ça l'apaisait, il se sentait bien. Il a eu un syndrome de sevrage après avoir arrêté les différents médicaments, notamment la morphine. D'accord. Il avait beaucoup de tremblements, etc. Et quand je prenais en pot à pot, j'ai l'impression que ça l'apaisait un peu. Ça le calmait de ses tremblements. Ouais. Il s'endormait, il tremblait moins, il sursautait moins. Donc moi je pense que ça le soulageait, ça lui permettrait aussi d'être dans une autre position que d'être dans la couveuse 24 heures sur 24. Oui, parce que ça c'est un peu long d'être en couveuse, il était sur vous. Après, là, au départ, on l'expliquait tout à l'heure,
on met le bébé sur soi pendant 1 heure. Vous avez fait, vous, des heures et des heures de peau à peau. Ça vous apportait une certaine sérénité à vous aussi? Exactement. Au début, j'étais un peu tendue parce que je savais pas trop. En plus, les machines sonnaient. Plus, il avait un dispositif là pour respirer. C'était un masque qui était assez contraignant, un peu gênant. Donc, j'étais pas tellement à l'aise. Mais au fur et à mesure, avec le temps, je me suis habituée aux machines, aux masques et à tout ça. Et je m'endormais parce que j'étais sereine en fait. Et c'était pour vous aussi une manière de mettre un peu les machines de côté? Ouais, vraiment. On était dans une parenthèse. Il y avait les infirmières qui rentraient de temps en temps, soit pour faire des soins, soit pour regarder les écrans, ou je sais même pas quoi, parce que des fois je dormais, je me réveillais même pas. Mais sinon, en dehors de ça, on était tranquilles toute la journée, tous les deux, à profiter. Isabelle, pour compléter, quels sont les bénéfices du pot à pot pour la mère et l'enfant? On l'a entendu, ça apporte beaucoup de choses. Alors pour le développement de l'enfant, pour sa maturation, les enfants sont en pot à pot, effectivement, ils sont très bien. Ils ont une stabilité cardio-respiratoire qui est vraiment très, très améliorée par le pot à pot. Ils ont des phases de sommeil profondes plus importantes et ils sont plus calmes, en fait, ils sont plus détendus. Et puis du côté des parents, mais en fait les mamans aussi, elles sont plus détendues. Comme vous disiez tout à l'heure, le fait de s'endormir avec son bébé, c'est quelque chose d'important aussi de pouvoir le faire. Alors c'est pas les premiers pots à pot où les mamans peuvent s'endormir, bien sûr, mais après ça vient, voilà. Mais c'est quelque chose qui est vraiment un facteur important. Et puis pour prendre confiance aussi, pour connaître son bébé, pour mieux le connaître et pour aussi participer aux soins, parce que les parents sont des acteurs de soins aussi. Ça vous a aidé, ça, Siga, de faire le pot à pot, de mieux connaître votre bébé et de faire les soins après? Exactement. Moi, ça m'a aidé. J'avais moins peur déjà de faire les soins, de le prendre, de le toucher au début. Avec le temps aussi, ça m'a permis de prendre confiance et une fois qu'il avait plus de masques, de gros masques pour respirer, de le prendre seul. Donc pour faire mon pot à pot avec lui. Et je trouve que ça a beaucoup libéré son père aussi, qui au début osait pas trop le toucher. Mais à force de faire des pots à pot, lui aussi a pris le pli et il a pris goût à faire les soins, à le prendre. Alors qu'au début, il y avait quand même des petites craintes, parce qu'il était très petit. Et ça aide à prendre confiance. Ouais, ça aide vraiment à investir son rôle de parent, en fait. Oui. Et du coup, des fois, c'est vrai que les infirmières, elles essayent de nous inciter à faire les soins, à faire les choses. Au début, on n'a pas trop envie. On leur dit oui, on vous laisse faire, on vous regarde. Mais c'est vrai que la manière dont elles ont de nous inciter à faire toujours plus, au final, ça contribue vraiment à ce que nous, on soit acteurs des soins. Et qu'on n'ait pas peur d'intervenir auprès du bébé. Et ça, c'est vrai, le fait de créer un lien, le pot à pot, ça crée un lien entre le bébé et ses parents? Oui, c'est-à-dire que quand le bébé est en pot à pot, en contact direct avec sa maman, il y a une montée d'ocytocine importante chez les mamans. L'ocytocine, c'est une hormone, c'est ça? C'est l'hormone du lien, on appelle ça l'hormone du lien, c'est une hormone importante qui intervient aussi dans l'allaitement, évidemment. Mais de par ce contact, en fait, et cette production importante d'ocytocine qu'il y a chez les mamans et chez les papas aussi, d'ailleurs, donc c'est ça qui permet la création, qui facilite la création du lien. Et là, on a vu, c'est vrai qu'il faut quand même manipuler ce bébé avec un petit peu de précaution. Quelles sont les précautions, justement, qu'on doit prendre quand on fait du pot à pot? Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Alors déjà, on va présenter le pot à pot aux parents, on va leur expliquer les bénéfices, on va leur parler des étapes du déroulement du pot à pot, et puis après, quand ils seront prêts aussi à prendre leur enfant sur eux, eh bien en fait, on va installer donc les parents confortablement, on sort le bébé enveloppé d'un linge pour pas que ça soit trop difficile, sa sortie de l'incubateur, et on va le mettre tout de suite sur
le thorax du parent. Le bébé est monitoré. Il y a un scope qui nous permet justement d'intervenir s'il y a quoi que ce soit. On peut équiper aussi, on peut procurer aux parents un système d'alarme pour pouvoir appeler le soignant. Oui, parce qu'on est un peu bloqué en fait pendant le pot à pot. Le parent, les consignes, si vous ne bougez pas, vous restez détendu sur la chaise, mais voilà. Et c'est le soignant qui installe le bébé sur le parent. Et parfois à deux, quand il y a un enfant intubé, il y a un soignant qui s'occupe du bébé et l'autre soignant qui s'occupe de tout ce qui est matériel pour pouvoir installer le parent. D'accord. Et vous, Siga, c'était quoi vos petits trucs pour que les séances de pot à pot, elles se passent bien? Vous aviez des petites choses? Alors moi, l'hôpital, c'était devenu un peu ma maison. J'avais un sac avec plein d'affaires. J'avais une petite couverture, j'avais un gilet... j'amenais ma bouteille d'eau vraiment pour essayer de rester le plus longtemps possible sur place sans avoir à appeler une infirmière à chaque fois. Donc en fait, j'essayais de m'installer vraiment confortablement et de profiter du moment. On a eu de la chance à Lemurie, on a des transats qui étaient assez confortables, donc on pouvait rester longtemps dans les chambres. Vous prépariez tout en fait, c'est ça, pour être tranquille après. Et j'avais aussi mon tire-lait, parce que j'avais un tire-lait sur roulette qui mettent à disposition pour nous. Et du coup, j'avais mon tire-lait, mes tétrelles et puis mon goûter. Parfait, vous étiez parés. Et Isabelle, là, on a parlé du pot à pot pour comprendre un petit peu ce que c'était, mais en quoi c'est essentiel à l'allaitement, le pot à pot? Alors le pot à pot, c'est essentiel à l'allaitement parce que en fait, c'est à ce moment-là que le bébé va être en contact avec d'une façon très proche avec le sein de la maman. Et en fait, il va manifester des mouvements de fouissement, donc comme on en a parlé tout à l'heure, des mouvements de tête de droite à gauche. Et à ce moment-là, on va pouvoir amener l'enfant, le faire glisser sur le sein pour qu'il puisse attraper, peut-être au début, juste d'une façon sommaire, mais juste prendre une petite goutte de lait et puis petit à petit, au fur et à mesure des expériences, être de plus en plus expert dans le domaine. Et puis du côté de la maman, c'est très important puisque ce contact peau à peau va lui permettre d'avoir une montée d'ocytocine qui va déclencher en fait l'écoulement du lait d'une façon plus facile. Donc ça favorise la lactation en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Ça, vous le sentiez, vous, Siga, quand c'était en peau à peau, vous aviez plus de lait ensuite? En effet, moi, mes débuts d'allaitement, c'était très compliqué puisque j'ai accouché très très tôt. J'avais du lait tout de suite, mais des toutes petites quantités. Donc, ça a vraiment pris du temps à monter. C'est monté très progressivement. Mais à partir du moment où on a commencé le pot à pot, j'ai vu mes quantités de lait vraiment augmenter. Et surtout ça a été vraiment... surtout la séance que je faisais juste après le pot à pot. Là, j'avais des quantités de lait qui étaient... doublé, voire triplé par rapport à ce que je sortais le matin à la maison. Et le pot à pot, ça a aidé votre bébé. Vous avez vu des choses quand vous faisiez du pot à pot? Moi, je pense que ça l'a aidé déjà à me connaître. Ça l'a aidé à prendre confiance. Je pense qu'il attendait son petit moment de pot à pot quand j'étais pas là. Quand j'arrivais... Vraiment, des fois, je parlais dans la chambre, mais je le prenais pas. On sentait qu'il s'agitait un peu. Il attendait. Oui. Donc, je pense que lui, ça lui procurait du bien-être. Et pour l'allaitement, vous avez senti que ça l'a aidé à aller vers le sein? Je pense qu'il avait l'habitude d'être en pot à pot tous les jours pendant de nombreuses heures. Le jour où on lui a proposé le sein, il a pris directement. On n'a pas eu de problème Franchement, on a eu pas mal de problèmes en réhab et en soins intensifs. Mais en tout cas, avec lui, au niveau de l'alimentation, on n'a jamais eu de problème. Il a tété dès le premier jour et il a eu du lait dès les premiers jours. Il a eu aucun problème avec ça. Donc, l'allaitement a très bien démarré. D'accord. Ça, c'est vraiment, c'est souvent qu'on peut avoir, parce que là, c'est quand même multiplié par 2, par 3. Oui, alors c'est pas toujours aussi d'une façon aussi importante, mais c'est vrai que plus la maman est en contact avec son bébé, plus ça facilite les expressions de lait.
D'accord. Et est-ce que vous avez un petit message, Siga, pour les mamans au sujet du pot à pot? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ce que je peux conseiller aux mamans qui ont des bébés en réa, en soins ou en néonat, c'est de faire du pot à pot si elles le peuvent, parce que ça leur fait vraiment du bien, et à elles aussi, ça leur fera du bien. Et qu'on passe tellement de temps à l'hôpital que autant utiliser ce temps pour soulager le bébé dans la mesure de nos capacités. On ne sait pas faire des soins, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir et porter. Donc autant le faire tant qu'on le peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. De rien. Siga. On va prendre des petites questions ensemble. Alors, est-ce qu'on peut allaiter l'enfant uniquement en utilisant le tire-lait ou est-ce qu'il y a un rôle particulier du contact bébé-sein maternel? Est-ce que c'est le pot à pot est important en plus je pense du tire-lait, de l'utilisation du tire-lait, que de donner simplement par la sonde? Est-ce qu'il y a Alors après, c'est une question de projet. On accompagne le projet de la maman. Il y a des mamans qui ont effectivement le projet d'allaiter leur enfant prématuré, mais de ne pas donner le sein. Donc dans ces cas-là, elles sont tout à fait capables aussi de tirer leur lait. C'est tout à fait possible de nourrir son enfant avec son lait, mais donné en biberon. Donc ça, c'est possible. Le tire-lait peut stimuler d'une façon adaptée. Mais bon, c'est un contact, c'est pas la même chose, quoi, en fait. C'est un projet différent. Mais est-ce que ça peut être le fait quand le bébé reçoit le lait par la sonde, le fait d'être en pot à pot en même temps, ça peut être intéressant? Par rapport à pour l'enfant, parce que quand il est allaité, donc c'est un allaitement, même s'il va jamais au sein, est-ce que c'est quand même important? Oui, parce que de toute façon, il est en pot à pot, il a toutes ces stimulations sensorielles qu'il a pendant la vie intra-utérine, donc il sent l'odeur de sa maman, il reconnaît les battements du cœur de la maman, sa voix, et toutes ces stimulations c'est un bénéfice pour lui, donc c'est très stimulant pour l'enfant. Alors on a une question. Est-ce qu'on peut pratiquer le pot à pot avec un cathéter veineux ombilical? Expliquez-nous ce que c'est, Pascal. Alors, le cathéter veineux ombilical, c'est une voie d'abord qui est posée dès la naissance de l'enfant et qui va être mis en place pendant 3, 4, 5 à 6 jours maximum. Donc c'est vrai qu'il y a une réticence dans certains services pour repositionner les bébés en pot à pot lorsqu'ils sont porteurs des cathéters ombilicales. Okay. Après, on attend parfois, c'est le cas à l'Humourier, on attend que le bébé ait un cathéter dit central, donc qui sera plus facilement fixé pour pouvoir mobiliser le bébé. D'accord, donc ça dépend un petit peu ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ils le font, d'autres pas. Ok. Est-ce que où se former aux stimulations orofaciales? Alors ça, c'était peut-être un petit peu en rapport avec notre partie d'avant, mais pendant le pot à pot, qui est-ce qui peut nous expliquer comment stimuler l'allaitement, enfin la succion, pardon? Alors, où se former? C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'est ça? Alors, j'ai l'impression que c'est c'est peut-être au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, il faudrait peut-être qu'on mette sur la FHU, oui, on pourra des liens pour pouvoir on mettra sur le site de la FHU des liens pour pouvoir conseiller les professionnels. Et puis sinon, dans les services, il y a les consultantes en lactation, il y a des orthophonistes aussi dans les services de néonatologie qui sont là pour faire de la formation. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, nous allons parler du retour à la maison. En effet, lorsque l'allaitement est mis en place à l'hôpital, le prochain défi, c'est de le maintenir à la maison. Et nous en parlons tout de suite.
Après le séjour à l'hôpital, le retour à la maison est un moment crucial pour l'allaitement. Comment se préparer au mieux? Vers qui se tourner lorsqu'on a des questions? C'est l'objet de notre dernier entretien avec le docteur Hélène Suisse. Bonjour. Vous êtes pédiatre à la maternité du groupe hospitalier Saint-Joseph. Et puis on retrouve aussi Vittoria Paramitiotti. Vous êtes maman d'un petit Léon qui a été hospitalisé dans ce même hôpital. Bonjour. Votre petit Léon, il est né à 33 semaines et demie, c'est ça, le 23 septembre dernier. Oui. 24, pardon. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, c'était un peu compliqué, dans le sens que, je reconnais vraiment tout ce que les autres parents ont dit. Et en plus, le fait de se sentir un peu coupable, non? On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était ma faute? On ne sait pas vraiment, on ne connaît pas les raisons. Et donc, on a peur, on ne sait pas s'il y aura des conséquences sur les bébés. C'est un peu ça, en fait. Ouais. La culpabilité, c'est compliqué à gérer au début. C'est compliqué. Et l'allaitement, après, ça aide, je pense. Vous aviez décidé d'allaiter avant de savoir que Léon était prématuré? Oui, j'avais décidé. Après, j'étais assez ouverte. En tout cas, je me disais que si jamais j'avais pas les laits, si c'était compliqué, c'était pas la fin du monde. Donc, mais en général, oui, j'avais la volonté. Oui. Vous aviez envie d'allaiter. Et vous aviez vu l'importance, du coup, vous avez compris l'importance au fur et à mesure d'allaiter un bébé prématuré? Oui, je pense au niveau médical, je savais que c'est important au niveau de... Oui, pour les raisons qui ont été expliquées. Je connaissais un peu, après, pas complètement. Mais oui, je savais que c'était important. Ça vous a encouragé. Voilà. Et comment ça s'est passé, la mise en place de l'allaitement à l'hôpital? Alors, c'était j'étais à Port-Royal la première semaine, donc avec les conseillers. Ça a été vraiment précieux, je pense, parce qu'elles venaient nous voir souvent quand on le demandait. On avait vraiment tous les supports en place, la machine qui a donné dans les chambres tout au début. Donc, c'était un peu... Il te donne les équipements, les informations, il t'encourage. Donc, c'est vraiment au niveau de support psychologique, mais aussi de l'équipement, donc au niveau logistique, il t'explique. Ouais. Et vous arriviez à recueillir assez de lait au départ? Comment ça s'est passé? Oui, il me disait que c'était assez bien. En général, la quantité était correcte. Et maintenant, j'ai toujours une bonne quantité. Donc, oui, j'étais accompagnée et rassurée. Oui. Et comment ça s'est passé, le retour à la maison pour vous? Vous avez ressenti quoi? Du soulagement, de l'angoisse? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux. Les deux, en fait. Après, je me sentais assez sûre dans le sens que j'étais supportée chaque jour à l'hôpital par des professionnels. Donc, vraiment, j'étais suivie, j'ai posé toutes les questions. Donc, j'avais toutes les réponses finalement. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, c'était tout normal. C'était tout en place déjà. J'ai pas rencontré des difficultés. Après, j'avais l'hospitalisation à domicile. À domicile, donc. C'est-à-dire, c'est une infirmière qui vient. Voilà, il venait au début chaque jour, après chaque 2 jours. Après, comme il grossit bien mon bébé, ils se sont arrêtés assez rapidement parce qu'il n'y avait plus besoin. Mais on pouvait poser des questions aussi à la maison. Donc, ça, c'est rassurant. Oui, d'accord. Vraiment. Donc pour vous, le retour à la maison, ça s'est bien passé. Mais j'imagine que pour certaines mamans, il y a des retours à la maison qui sont plus compliqués. Qu'est-ce qui peut être compliqué à ce moment-là, quand on revient à la maison? C'est vrai que le retour à la maison, c'est un moment particulier du séjour du bébé prématuré. Et pour certains parents, c'est comme une deuxième naissance en fait. D'accord. Et donc parfois on peut ce retour peut être accompagné par une hospitalisation à domicile, comme le petit Léon, mais parfois pas. Et donc c'est vrai que ça peut être parfois
comme se jeter dans le bain, quoi, avec son petit C'est un bébé. peu un choc. On recommence un peu une histoire nouvelle, Oui. avec déjà toute une histoire derrière, peut-être. Oui. Après, les parents ont parfois eu beaucoup de... on l'a dit, un parcours un peu du combattant, donc ils ont beaucoup épuisé leurs forces psychiques, parfois physiques aussi, parce que c'est, comme on l'a vu, les routines d'allaitement, et même lorsqu'on n'allaite pas, c'est vraiment se rendre tous les jours à l'hôpital, donc on peut être vraiment très fatigué. Et donc ça peut être aussi un moment où, au niveau de l'énergie, on a son bébé, on est content, mais voilà, on a un peu peur, et puis on n'a plus trop de force pour la suite. Est-ce que quand on revient comme ça, il faut continuer si on continue à allaiter, à recueillir son lait, et parfois c'est un peu dur, c'est ça? Oui, c'est vrai que souvent le petit bébé qui va sortir à la maison, il n'est pas totalement ni à terme, ni complètement mature pour stimuler et entretenir la lactation. Et donc oui, il est important de continuer, et en tout cas il est conseillé de continuer à recueillir le lait après le retour à la maison. Mais c'est vrai que ça dépend un petit peu de ce que la maman peut faire, en fait. Elle a pu parfois vraiment tout donner pendant l'hospitalisation, et voilà, il lui reste plus trop d'énergie. Mais le fait de l'avoir donné pendant l'hospitalisation, c'est déjà super, et voilà, c'est déjà gagné, un très bon déjà. défi, en fait. Donc après, les mamans font comme elles peuvent par la suite. Et comment on fait pour se préparer au mieux, justement, quand on est à l'hôpital, à ce retour à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'idéal, c'est d'avoir une petite consultation avec soit l'infirmière du bébé, soit une consultation vraiment spécifique de lactation, pour faire un peu le point sur les capacités du bébé, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Au niveau oui, parce qu'il peut arriver que le bébé puisse téter une partie de son alimentation au sein, mais pas totalement, et surtout pas à chaque fois, parce qu'on va lui demander lui aussi de téter 8 fois par 24 heures en général. Voilà, donc ça peut être un défi pour le bébé aussi d'être aussi régulier. Donc certains bébés, ils vont pouvoir avoir cette énergie, et d'autres, il va falloir un petit peu les aider, à la fois en termes d'éveil et à la fois en termes de... Parfois, il va falloir compléter l'alimentation. Donc dans la consultation, on fait le point avec le bébé, on fait le point aussi avec la maman. Le projet de la maman qui peut avoir évolué. Effectivement, on peut avoir une maman qui avait le projet de donner simplement son lait, et donc du coup les mises au sein sont pas forcément, et puis ça peut être un peu laborieux parfois, donc du coup elles peuvent avoir envie de passer directement et donner leur lait au biberon. Il y a des mamans aussi qui ont envie qui n'avaient pas forcément le projet d'allaiter, mais pour qui ça se passe plutôt bien et qui ont envie de continuer. Donc voilà, il faut réfléchir au projet de la maman et en fonction de sa lactation. C'est-à-dire qu'est-ce qui est possible, parce que on l'a vu, c'est difficile de mettre en place la lactation quand on accouche prématurément, et les quantités optimales dont on a besoin pour allaiter très longtemps son bébé sont vraiment très difficiles à recueillir. Donc ça, c'est à peu près 800 millilitres par jour à partir d'un mois. Et donc beaucoup de mamans ne vont pas réussir à obtenir ces quantités-là. Et quand on n'a pas assez, justement, comme ça, est-ce qu'on peut compléter? Comment ça se passe? Alors, si on a, par exemple, 400 millilitres, 500 millilitres, c'est pas suffisant pour allaiter le bébé très, très longtemps, plusieurs mois, parce que le bébé il va finir par avoir besoin des 800 millilitres. Parce qu'il va grandir. Il va grandir. Et du coup, la maman, au-delà d'un mois, elle a assez peu de marge pour augmenter sa lactation. Donc, si on est arrivé à 400-500, c'est déjà super, parce que pendant un mois, un mois et demi, 2 mois, peut-être le bébé va quand même pouvoir bénéficier totalement du lait de la maman. Parce que ça suffit. Parce que ça suffit pour les besoins du bébé. Ça dépend un peu du moment où il sort, mais en gros, c'est ça. Et donc là, du coup, l'enjeu, c'est quand même d'essayer, si c'est le projet de la maman de le mettre au sein, d'essayer quand même d'optimiser les mises au sein en ce que le bébé est plein d'entraînement pour bien réussir. Par contre, si la lactation elle est encore en dessous de 400 millilitres, donc là, ça peut même être insuffisant dès la sortie, et donc on va essayer d'optimiser les mises au sein, mais ça sera nécessaire de compléter en général au biberon, en fait. D'accord, avec du lait... Alors, souvent, si c'est parce que le bébé n'arrive pas à prendre les quantités au sein, on peut compléter avec ce qui reste de lait maternel. D'accord. Sinon, ce sera du lait artificiel, du lait pour prématuré, une formule spécifique. D'accord. Et pour que la maman s'habitue au bébé, avant de rentrer à la maison, est-ce qu'elle peut passer plus de temps avec son enfant à l'hôpital? Oui, on peut conseiller à la maman de rester
auprès du bébé la nuit en fait et toute une journée aussi pour pouvoir en fait s'habituer un petit peu au rythme du bébé, un petit peu à tous les moments de la journée, parce que souvent la maman elle a établi une routine, on l'a vu avec les témoignages, et du coup elles connaissent leur bébé sur une partie de la journée, et du coup le bébé quand il rentre à la maison en général, souvent la nuit les bébés sont un petit peu plus agités, et donc voilà, c'est bien qu'elles connaissent un petit peu toutes les facettes de leur bébé. Ça vous a surpris, vous, Victoria, ce rythme de votre bébé ? Oui, un peu, parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas eu l'opportunité de passer des nuits à l'hôpital pour des raisons un peu logistiques. Après, j'étais malade avant la sortie. Après, il est sorti aussi beaucoup avant de ce qu'on s'attendait, parce qu'on avait dit mi-novembre. Finalement, c'était le 21 octobre qu'il a sorti, donc c'était beaucoup plus tôt. Et quand il est rentré chez nous, effectivement, la nuit, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, oui, après, on s'est adapté assez rapidement, mais oui. C'est quand même un peu autre chose, choquant au départ. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que c'est les conseils pour le retour à la maison ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux, en fait, l'allaitement, le recueil de lait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut continuer à tirer son lait, par exemple, à la maison ? Oui, il faut continuer à tirer son lait. Enfin, la plupart des bébés, on l'a dit, sortent un petit peu très proches du terme. Ils sont donc en général pas suffisamment matures pour stimuler la lactation. Et donc du coup, il faut vraiment... Enfin, en tout cas, on va conseiller à la maman de faire ce qu'elle peut, mais de continuer à recueillir son lait aussi souvent qu'elle lui donne à manger. Donc, c'est vrai que c'est une fréquence très élevée, 8 fois par 24 heures. C'est pas toujours possible. Comme quand on retourne à la maison, il y a la vie quotidienne qui reprend aussi le dessus. Il faut préparer à manger. Si on a d'autres enfants, il faut s'en occuper. Voilà, tout le ménage. Bref, donc c'est toute une logistique, même si elle s'assouplit au niveau du recueil de lait quand le bébé retourne à la maison, et au niveau de ce qui est exigé pour le nettoyage des tétrelles, mais ça nécessite quand même un petit nettoyage. Donc, en tout cas, c'est un défi qui est à relever, qu'on propose de relever aux mamans. Après, ce qui est important, c'est surtout de suivre la lactation, en fait, parce que quand on a dépassé cette période de 1 mois, en fait, la lactation, elle a plus de flexibilité. Donc, si vraiment on ne sent pas vraiment le courage, ou en tout cas l'énergie pour pouvoir recueillir son lait vraiment aussi souvent que l'idéal, et si on voit sa lactation baisser, et on peut relancer la lactation si on s'en sent si on a envie, si on se sent l'énergie. On peut restimuler, en fait. On peut restimuler, et on retrouvera le niveau qu'on avait à peu prray calibré à 1 mois. Donc ça peut être... Donc si on arrive... en tout cas, il faut essayer de recueillir et surtout suivre la lactation pour pouvoir réagir s'il y a besoin. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faciliter justement la lactation ? Est-ce qu'on a parlé du pot à pot tout à l'heure ? Est-ce que ça peut aider ? On peut continuer, oui, tout à fait. Ce contact peau à peau, surtout quand on l'explique, les bébés ne sortent pas forcément toujours à terme. C'est toujours bénéfique, et même pour un bébé à terme, ce serait. Donc si c'est une petite habitude que les parents ont prise, ils peuvent continuer. Il faut toujours, par contre, s'installer en sécurité. Quand le bébé il est en peau à peau, en néonate, il est en général scopé. Donc il y a un petit peu des garde-fous, on peut dormir. Ce n'est pas tout à fait le cas quand on est à la maison avec un bébé qui n'est pas scopé. On peut en faire, mais il ne s'agit pas de s'endormir avec son bébé. Il faut qu'il soit très, très bien positionné, le visage bien dégagé, la sécurité, c'est vraiment... Et effectivement, ça va quand même donner envie de dormir, parce que la sécrétion d'ocytocine, elle va être toujours là. Et donc, il faut bien s'installer en étant assise. On peut utiliser encore un bandeau, parce que ça permet justement de sécuriser la position. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, et ça va favoriser la lactation, parce que clairement, ça va favoriser l'éjection du lait. Donc, ça peut aider. Vous avez fait un petit peu ça, Victoria ? Vous avez fait du pot à pot en revenant à la maison ? Oui, surtout après la tétée, c'est important de le garder un peu vertical sur nous, parce que les prématurés ont plus de problèmes de digestion. Donc, c'était vraiment important de le garder vraiment sur nous. Donc, on le fait toujours maintenant, après 3 semaines qu'on est rentré à la maison. Ouais, vous continuez à le faire maintenant. Oui.
là, à la maison, finalement, vous, la lactation, vous continuez les recueils de lait? Comment ça se passe? Oui, alors, au début, je le faisais vraiment après chaque tétée. Après, clairement, c'est un gros projet. Il y a d'autres choses à faire aussi. Donc, j'ai un peu diminué. Voilà, maintenant, je l'ai fait parce que mon bébé est encore un peu prématuré. Donc, il ne prend pas toutes les quantités. Donc, parfois, j'ai vraiment besoin de vider les seins. Et donc, il faut que je le fasse, régulièrement en tout cas. Pas à chaque tétée, mais je continue à le faire. Et là, ça se passe bien les tétés à la maison, vous disiez tout à l'heure. Oui, après, c'est un peu variable, parfois mieux, parfois... mais ça va, ça continue assez bien et mon bébé, il grossit, donc ça, c'est l'indication que ça va. Oui. Et vous avez eu des questions, vous, à un moment donné, sur l'allaitement? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées ou finalement, vous étiez... Alors, j'étais déjà vraiment rassurée par cette période à l'hôpital où j'avais vraiment l'opportunité de poser des questions, avoir des réponses. Après, avec les infirmières de l'hospitalisation à domicile, ça a été aussi... j'ai continué à poser des questions, surtout pour les timings de tétés, comme j'ai décidé un peu de baisser un peu la fréquence de tirage de lait. Alors, je voulais vraiment un peu être rassurée que c'était un peu la bonne décision. Donc, oui, c'est... Donc oui, pour vous, pour l'instant, là, c'est toujours pareil, tout se passe bien, c'est plutôt... D'accord. Et si on a des questions, docteur Schultz, parce que la Victoria, ça se passe bien, mais si on a des questions, comment on fait, en fait, quand on est à la maison et qu'on se retrouve un peu tout seul, parfois, s'il n'y a pas de HAD, comment on fait? Alors, s'il n'y a pas d'HAD, ça peut être intéressant quand même de consulter des spécialistes en allaitement si on a des questions. Donc, ça peut être des consultantes en lactation. Donc, il y a des annuaires spécifiques qu'on peut retrouver. On peut retrouver aussi ce type de spécialistes d'expertise en allaitement sur le site du réseau périnatal parisien. Il y a le Lactarium d'Île-de-France aussi, sur lequel il y a un numéro, on peut contacter aussi des spécialistes. Et puis, le soir et le week-end, il y a aussi une permanence téléphonique, SOS Allaitement. Et ça peut être vraiment intéressant parce que c'est là où les professionnels de santé ne sont pas forcément disponibles. Et donc, ce sont des experts en allaitement qui vont faire du conseil téléphonique et qui peuvent également, dans certains cas, même proposer une consultation. Donc, en tout cas, il faut clairement... pas rester seul avec une difficulté d'allaitement et allaiter un enfant prématuré et rentrer à la maison avec un bébé prématuré qu'on allaite. En général, il y a toujours des petites questions, effectivement, simplement sur l'organisation de la routine de lait, sur les positions d'allaitement parce qu'on va avoir peu allaité allongé quand on est à l'hôpital, parce que du coup, c'est pas une position très... si on n'est pas resté à l'hôpital justement les dernières nuits, on n'a pas pu tester cette position et c'est une position intéressante quand même pour allaiter, parce que du coup, ça permet de garder son bébé et quand même de garder une position de repos. Donc la nuit, ça peut être intéressant. Donc oui, il y a vraiment... et puis on peut avoir une complication aussi d'allaitement, c'est-à-dire effectivement quand on n'a pas pu recueillir le lait, on peut avoir un engorgement, une mastite, et donc ça peut être vraiment utile de pouvoir... c'est même nécessaire de pouvoir contacter un professionnel pour pouvoir avoir des conseils pour lever cette complication. On a parlé tout à l'heure avec Victoria de la HAD, c'est l'hospitalisation à domicile, ça permet un suivi. Ça consiste en quoi, suivi? Comment on suit un bébé qui est rentré à la maison? Donc l'HAD spécifiquement, c'est un soutien qui va être mis en place dans certaines situations, soit systématiquement en fonction de l'organisation des hôpitaux, soit quand la situation est vraiment un petit peu plus problématique. En tout cas, ça permet de surveiller la croissance du bébé. C'est comme l'a dit Victoria, c'est un élément clé pour savoir si le bébé va bien. S'il grossit, c'est qu'il va bien. S'il grossit, c'est qu'il va bien, qu'il prend suffisamment de lait. Qu'est-ce qu'on observe aussi les tétés? On donne des conseils? Comment c'est? Oui, ça, l'observation de la tétée, ça va être idéal quand on sort en HAD, parce que justement, si jamais on a une petite question sur les capacités du bébé, on va pouvoir demander au professionnel de l'HAD qui vient donc tous les jours, comme l'a expliqué Victoria, tous les jours, puis ensuite espace et visite, mais quand même c'est une visite de puéricultrice tous les jours. Donc elle pourra observer une tétée, elle pourra observer un recueil de lait, si jamais il y avait des difficultés. En tout cas, elle est
présente pour des ça. positions aussi peut-être parfois, comme on disait, la position allongée qui n'avait pas forcément été montrée. Il y a d'autres positions qu'on peut apprendre à la maison ou en général on les a appris à l'hôpital? Oui, enfin on peut toujours commencer. Enfin après il y a plusieurs positions. Après si on est à l'aise dans une position, on n'est pas obligé de connaître forcément un défi de gymnastique pour le bébé ou pour la mère. Mais oui, on peut se renseigner. C'est surtout quand il y a certaines difficultés, il y en a qui peuvent être intéressantes parce qu'on peut faire de la compression mammaire en même temps. Et donc, du coup, le bébé peut avoir un petit peu plus de lait. Donc, il y a des positions qui peuvent être intéressantes pour optimiser. Donc, oui, on peut essayer Donc, observer les tétés comme ça et vérifier la croissance, ça permet d'ajuster un petit peu ce qu'on donne au bébé. Ça permet quoi ? Ça permet de surveiller la croissance, ça permet d'ajuster l'alimentation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le bébé, s'il grossit bien, ça va bien. Mais si effectivement, on voit que sa croissance est un petit peu difficile, on va modifier les choses. Soit c'est parce que le bébé n'arrive pas à prendre suffisamment au sein. Donc ça, on peut faire par exemple une pesée d'une tétée et on peut compléter s'il y a suffisamment de lait avec du lait de maman ou avec du lait artificiel. En tout cas, ça va permettre d'ajuster les conseils d'alimentation, effectivement. Et pour vérifier que tout va bien, en plus de ça, il y a quand même une visite à faire pour les bébés. Comment ça se passe ? Chez le pédiatre ? Après, au bout de quelques semaines. Alors de toute façon, en fonction du degré de prématurité, il y aura des suivis pédiatriques qui vont être différents. Mais tous les bébés qui sortent de néonatologie doivent avoir un rendez-vous pédiatrique après la sortie. S'il y a une HAD, ça peut prendre la suite, c'est-à-dire 2-3 semaines en général. S'il n'y a pas de ce type de suivi, à ce moment-là, c'est bien de faire une semaine, 15 jours après la sortie. Victoria, vous, quel conseil vous donneriez aux mamans qui rentrent à la maison pour bien se préparer à allaiter ? Est-ce que vous avez un petit conseil à leur donner ? Déjà de vraiment préparer la sortie, dans le sens que quand on est à l'hôpital, il faut vraiment profiter de conseils des professionnels. Donc poser toutes les questions, comme ça on est sûr quand on rentre. Et après, vraiment bénéficier un peu de support. Par exemple, je n'ai pas utilisé le SOS allaitement, mais j'ai toujours les contacts en tout cas. Donc je suis sûre que si j'ai un problème, ça me rassure, oui, parce que je peux prendre le téléphone et appeler. Donc j'ai tous ces contacts. Et voilà, et après, je suppose rester calme, parce que ça, c'est un peu le plus important pour les laits aussi. Donc vraiment trouver une routine, et c'est ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, d'être venu aujourd'hui. On va prendre quelques questions maintenant. Combien de temps au maximum une maman peut allaiter ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un maximum. En tout cas, les recommandations de l'OMS sont d'allaiter 6 mois exclusivement et ensuite 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Après, c'est un défi qui est vraiment très, très, très difficile à... En tout cas, on peut allaiter 2 ans après. Est-ce que vous proposez des traitements homéopathiques pour stimuler ou entretenir la sécrétion du lait ? Alors, en tout cas, ça, c'est assez possible. Après, l'homéopathie n'a pas forcément prouvé totalement son efficacité. Scientifiquement. Exactement. Mais en tout cas, il n'y a aucun médicament qui vraiment peut augmenter la production de lait. D'accord. Après, ce qui vraiment est le moteur de la lactation, c'est la stimulation, le recueil. D'accord. Après, en fait, le pompage, c'est soit le tire-lait, soit le bébé. Exactement. C'est ça, c'est la fréquence et l'efficacité de cette expression qui va permettre la lactation. Après, ça peut arriver si vraiment on a une maman qui fait tout, pour essayer mais c'est plus un soutien, ça pourrait être remplacé par autre chose, par du coaching, l'idée, effectivement, c'est dur pour les mamans, donc l'objectif, c'est surtout qu'elles soient bien soutenues dans ce défi, et quand elles voient pas trop les quantités augmenter, alors qu'elles font vraiment une routine d'allaitement idéale, c'est vrai que ça peut être un soutien. Ça peut être un petit soutien. Après, je pense que ça n'a pas un grand effet. D'accord. Est-ce qu'une alimentation particulière est nécessaire pour une bonne montée laiteuse ? On a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas d'aliments interdits, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent favoriser la production du lait ?
Dans certaines cultures, il y a des choses qui ont été, en tout cas, qui sont transmises. Après, dans certaines cultures, le persil augmenterait la lactation, dans d'autres, on l'empêcherait. Donc non, il n'y a pas d'aliment qui favorise. C'est encore et toujours exactement. La chose mécanique. Après, ce qu'il faut, c'est une bonne hydratation, par contre. D'accord. Mais souvent, quand on allaite, quand on recueille son lait régulièrement, on voit qu'on a soif. Et donc, c'est vrai que ça, l'hydratation, c'est important. Ok, ça aide en fait à faire plus de... ça permet pas de faire plus de lait, parce qu'encore une fois, mais par contre, ça permet de... c'est un bon conseil pour pouvoir avoir une bonne lactation. D'accord. On a encore une petite question, alors c'est sur le pot à pot. Est-ce que parler ou chanter au cours du pot à pot, ça peut apporter un plus ? Oui, je pense. En tout cas, la sensorialité du bébé fait que in utero, il perçoit la voix, il perçoit les chants. Et donc, si c'est des gens qui écoutent une musique spécifique, le bébé va être sensible à cette musique. Donc, chanter, et le bébé peut être bercé par la voix. Et c'est presque comme de l'hypnose, en fait. Donc, oui, c'est très bénéfique. Après, souvent, les parents, ils sont un petit peu gênés parfois parce qu'ils sont dans leur chambre. Ils n'ont pas forcément tous une intimité. Enfin, il y a plein d'endroits où il y a des chambres seules où on peut s'adonner, mais en tout cas, si on le sent, il faut le faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Victoria. Et merci à tous les parents et aux professionnels qui sont intervenus ce soir pour répondre à toutes vos questions sur l'allaitement, une question cruciale lors de la naissance d'un nouveau-né prématuré. Je voudrais également remercier la FHU Préma et son directeur Vassili Tsatsaris, Laurence Lecomte qui est sa coordinatrice et DI Healthcare qui nous ont accueillis dans leurs locaux aujourd'hui et particulièrement Grégoire Potel. Si vous souhaitez plus d'informations sur la FHU Préma, vous pouvez aller sur le site fhu-préma.org et vous pouvez aussi suivre les actions de la fédération sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, c'est FHU Préma en minuscule et sur Twitter, c'est #FHU Préma. N'hésitez pas à vous abonner et à partager les publications et tout simplement à en parler autour de vous. Ça peut servir à plein de mamans. Enfin, si vous souhaitez faire un don pour faire avancer la recherche, vous trouverez un lien sur la page d'accueil du site de la FHU Préma. Tous vos dons seront reversés au groupe hospitalier APHP Centre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.